Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 130e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui revient sur l'événement UFC du week-end, samedi soir à Abu Dhabi, UFC 280 et le couronnement de Islam Makhachev dans la catégorie des légers. Avec moi pour en parler aujourd'hui, mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut tout le monde. Et c'est un plaisir qu'on a d'accueillir monsieur Chris Guénache, commentateur belge pour la chaîne Eleven Sport, coach, écrivain, il a écrit plusieurs livres sur le MMA, chroniqueur aussi pour le site La Sueur, monsieur Chris Guénache, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir, Chris. On va revenir sur cette belle carte de samedi soir à Abu Dhabi. On l'attendait comme des enfants la veille de Noël. Le choc entre Charles Oliveira, champion sans couronne, et Islam Makhachev, l'héritier de Khabib, devait désigner le meilleur poids léger de la planète. Et le verdict est sans appel. Ultra dominateur, meilleur dans tous les compartiments du jeu, Makhachev a soumis Oliveira au deuxième round pour monter sur l'ancien trône de son frère d'une autre mère. Le RMC Fighter Club vous débriefe ce couronnement et le reste du bouillant UFC 280, avec notamment la victoire de notre Manon Fiorot national sur Kathleen Choukagian. Et si vous avez raté le main event samedi soir, séance de rattrapage. Islam Makhachev, numéro 4 de la catégorie. Short rouge pour le russe face à Charles Oliveira, le brésilien numéro 1 de cette catégorie. C'est tout de suite, coup de pied sauté. Oliveira. Oh, attention la gauche de Makhachev qui a surpris Oliveira d'entrée. Garde haute pour Oliveira, très bien. Et le front kick. Première phase de lutte. Et c'est Oliveira qui tire son adversaire dans la garde. Au bout de la mâchoire, le contre. Makhachev, oh le crochet. Magnifique projection. Les frappes qui commencent à passer. Les deux crochets sont rentrés pour Makhachev. Oh le kick, superbe le kick d'Oliveira qui a surpris Makhachev. Toujours des belles sorties pour Makhachev. Oh et le contre. Il accepte le sol. Il s'est fait contrer après la tentative de coup de genou sauté Oliveira. Et là, attention en bras tête. Il a tapé. Oh là 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 là. Wow. Étranglement bras tête. Incroyable. Époustouflant dans les bras de Khabib. Il vient tout simplement d'anéantir l'un des plus grands combattants de l'histoire de cette catégorie, de détruire le Brésilien Charles Oliveira. Merci à Max Sabolin pour cette prod sur ce main event de samedi soir. Charles Oliveira contre Islam Makhachev et le couronnement de Islam Makhachev, le Dagestanais. Bon bah messieurs, déjà je me mets un peu de brosse à reluire, Joe. J'avais quand même le seul qui avait donné Makhachev dans les pronos. Exactement. Donc voilà, je te soulassais depuis des années là-dessus. Mais Charles avait réussi avec ses performances, avec ce qu'il représente, à me faire douter, tu sais. Je me rappelle. Voilà, il y avait un doute parce qu'il y a une mystique, Charles Oliveira quand même je disais, mais la photo du cutting là, avec les Brésiliens vendredi. Le rite. Il y a une mystique chez Charles Oliveira qui me mettait le doute. Et en fait, même si je voyais Makhachev gagner, j'avais jamais imaginé un scénario comme ça. Sûr. Il est dominateur debout, il gagne la partie striking, c'est lui qui fait le plus de dégâts. Quand ça va au sol, il est archi dominateur et il prend le contrôle, niveau contrôle de hanche, même au clinch, c'est lui qui a pris l'avantage. Joe, on en parlait dans le space Twitter vendredi. Et puis il finit par cet étranglement bras-tête au deuxième. Après avoir mis knockdown Charles l'invite à venir au sol comme il fait d'habitude, sauf que lui il y va et lui il termine ça parce que c'est Islam Makhachev. Messieurs, comment vous avez vécu ce combat techniquement? Qu'est-ce qui vous a... je vais pas vous demander si vous avez été impressionné parce que je pense qu'on était tous mâchoire qui tombe devant la performance de Islam, mais qu'est-ce que vous retenez de ce couronnement, Joe, et après Chris? Alors, la première chose, c'est qu'en préambule, dans l'après-midi, il y avait un combat au One. Tu sais, ils font des combats de grappling en cage. Et Kade Ritolo, qui est le champion de la DCC, en 77 kilos, gagne par clé de talon sur le champion du monde de Sambo. Tu vois, ça faisait déjà un peu de jiu-jitsu brésilien Sambo, donc ça pouvait être un bon présage pour Oliveira, ça c'était assez marrant. Et puis au final, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu match dans la mesure où Makhachev a été meilleur partout, tu l'as justement dit. Moi, il y a deux choses qui m'ont surpris. Et j'aurais un troisième petit point. La première, c'est la domination debout. On s'y attendait pas du tout. On pensait tous qu'Oliveira allait prendre l'ascendant dans ce compartiment du jeu et que la chance de Makhachev, ça serait en lutte et en grappling. Et Makhachev a montré qu'il avait un striking qui avait encore progressé dans la précision, dans la simplicité, dans la pureté du geste. Et la deuxième chose, c'est évidemment la facilité déconcertante avec laquelle d'une part, il passe la garde d'Oliveira et deuxièmement, comment il le soumet. L'étranglement est parfait, il est parfaitement verrouillé. Et tu vois, ça tape tout de suite. Sur un bras-tête, il y a toujours un petit peu de temps, tu peux toujours essayer de tourner un petit peu la tête, la pression essayer de trouver. Et moi, quand je vois l'étranglement là, je me dis, il va ajuster son épaule pour vraiment... Et non, en fait, Oliveira tape tout de suite. Tu sais, normalement, tu ajustes un petit peu ton épaule pour la rentrer vraiment dans la
dans le cou de ton adversaire pour vraiment l'étrangler. Et là, ça veut dire une chose, ça veut dire que la pression de qu'il Makhachev, met. elle doit être énorme. Donc ça m'amène à la troisième chose qui m'a vraiment frappé, c'est la puissance physique de Makhachev qui était à des années-lumière de celle Et apparemment, ceux qui étaient dans la salle, j'ai parlé des gens dans la salle, ont dit c'était encore plus impressionnant ce côté domination physique. Et la dernière des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que pour moi, j'ai jamais vu un combattant aussi fort dans la catégorie des légers. Et j'inclus Khabib dedans parce que j'ai trouvé son striking extrêmement propre. Plus complet. Peut-être plus complet, peut-être plus propre, peut-être un petit peu plus fin, agréable à l'œil à regarder. Tu sais, t'as moins ce côté force brute, camion de 3 tonnes qui te rentre dans la tronche. Et là, en fait. Même s'il y a encore des petites scories sur son striking, et notamment, on en reparlera après, mais quelqu'un comme Volka peut les exploiter. Alors, on en reparlera après, mais je pense que physiquement, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Mais je laisse la parole à Chris, mais voilà, domination physique, domination technique, impressionnant. Et je pense que on suit ça depuis longtemps. Hein. On a vu BJ Penn, on a vu. Toi, tu as vu Connor de l'UFC 205 en live. Je pense qu'on n'a jamais vu un poids léger aussi fort. Non, je suis assez d'accord. Chris, monsieur, maître tactique et technique, qu'est-ce que tu as retenu de ce main event qui était si attendu entre Oliveira et Makhachev? Écoutez, un peu comme Joe, j'ai retenu les mêmes points. Et le point qui m'a aussi marqué, c'était sa gestion de l'agressivité de Charles Oliveira. On ne savait pas trop comment il allait réagir sur son pied arrière. Et en fait, il a décidé de casser le rythme complètement de Charles Oliveira dès les premières secondes. Donc il n'a pas hésité, il n'a pas été là pour désengager au début du premier round. Après 10 secondes, il sort son premier contre qui touche dans la ligne. Après ça, je pense qu'il prend confiance en son pied-point. À l'inverse, Charles Oliveira se fait toucher aussi, je pense, au niveau de l'ego et de sa confiance en lui. Et à partir de là, il a complètement déroulé. Alors si on veut vraiment être très, très, très pointilleux, il y a encore des endroits où il peut s'améliorer, Islam, sur ses déplacements et sur son positionnement de ses pieds quand il envoie ses frappes. Mais en tout cas, l'efficacité était complètement au rendez-vous et c'est ce qui compte le plus en MMA, c'est l'efficacité avant la technique. Bien sûr. Donc, super impressionné. Et comme tu l'as souligné, Joe, la façon dont il a passé la garde après avoir envoyé Charles Oliveira au tapis, la façon dont il passe la garde et en même temps, il va directement positionner sa tête pour isoler le bras-tête. Le fait qu'il fasse ça en même temps, c'est extraordinaire. Alors après, il y a deux choses à souligner, c'est qu'en termes de grappling pur, sur le premier échange dans le premier round, quand il est dans la garde d'Oliveira, il y a un moment où il est un peu en danger, je trouve. Tu sens, c'est un peu ce qu'on s'était dit, tu sens qu'il y a des ouvertures. Il y a un triangle, il y a une tentative de Jujigatame. Ça reste Oliveira. Hein. Ça reste Dobonx avec cette garde hyper agressive. Et tu sens que dans la garde, il peut avoir une petite ouverture, mais tu sens quand même que Makhachev a cette puissance physique qui lui permet de rester, tu vois, de reposturer. D'ailleurs, il reposture très très bien avec la puissance qu'il a dans le torse pour échapper au triangle, à la première tentative de triangle d'Oliveira. C'est ça, c'est quand même parce qu'à terre, moi je l'ai noté, mais la puissance de tout, quoi. Le contrôle de hanche, c'est quand même extraordinaire. Dans les petites erreurs. Pression, quoi. Dans les petites erreurs, mais je pense que ça ne peut pas être exploité en MMA parce qu'il n'y a pas de Craig Jones ou de Gordon Ryan en MMA. C'est que quand il est dans la garde au premier round, je pense qu'il y a une jambe qui traîne et si Oliveira était un pratiquant du jiu-jitsu américain, je pense qu'il lui attrape la jambe et il tente la clé de talon. Mais bon, ça c'est vraiment un mini détail. Et enfin, on en avait parlé avec Thomas Loubersan quand il disait ce qu'il faut, c'est que lors de l'amener au sol, enfin, faudrait éviter de faire du sol avec le mec du sol. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est sur le deuxième round, quand la séquence du finish, il est en demi-garde. Il y a Oliveira qui fait une petite erreur, qui tend son bras, faut jamais faire ça. Parce que quand le mec est en train de prendre le crossface, si tu tends ton bras, tu t'exposes justement à l'étranglement bras-tête. Chris nous en parlera mieux après. Mais il est en demi-garde et puis il y a Oliveira qui fait cette petite erreur, il capitalise tout de suite. Tu sais, on avait parlé de l'opportunisme dans la soumission d'Oliveira. On avait fait là. Il voit cette petite erreur d'Oliveira, il capitalise tout de suite, il passe la garde en passant son crochet butterfly, c'était du grand art. Mais t'as raison, on l'avait souligné côté Oliveira et en fait c'est l'autre qui capitalise sur cette. Il tend le bras, il plie son bras et il lui prend le coup. Je sais pas ce que t'en as pensé, Chris, mais moi j'ai trouvé ça d'une réactivité assez impressionnante. Ouais, la vitesse d'exécution était très très belle et j'ai l'impression que Makhachev et donc probablement Khabib derrière avaient travaillé ça à l'entraînement parce que dans le premier round, il vient aussi chercher ce arm triangle, donc ce bras-tête. Et là par contre, Charles Oliveira avait eu le très bon réflexe de descendre son bras et de passer en dessous de la tête de Makhachev. Mais dans le deuxième round, je pense que le fait qu'il soit légèrement sonné, la fraction de seconde n'est plus au rendez-vous. Et voilà, avec une vitesse d'exécution aussi rapide, couplée à la puissance d'Islam Makhachev, je pense que c'est Bobby Green qui l'avait dit dans l'interview après le combat contre Makhachev.
Il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort physiquement, que ce soit dans la cage ou à l'entraînement. Je pense que ça en dit long et ça s'est confirmé ce week-end aussi. Et t'as vu, Oliveira essaye de défendre le bras-tête en plus. Il fait, en fait, pour défendre un bras-tête, il faut faire comme si tu étais au téléphone. Tu mets ton bras comme si tu téléphonais. Et en fait, même malgré ça, avec la pression de dingue. La pression est trop forte. Tu sais ce que ça. En fait, je pense que c'était même pas un étranglement. Je pense que c'était la pression sur la nuque. Je sais pas ce que t'en penses, Chris, mais tu sais, tu t'en es déjà pris, je suppose, c'est quand le mec a tellement de pression en face, tu sens pas que tu vas t'étouffer, mais qu'il va te casser le cou. Ouais, mais exactement. Et si je me trompe pas, Islam Makhachev contre Drew Dober, il finit le arm triangle en étant dans la demi-garde opposée. Ouais, alors ça, c'est n'importe quoi, ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je crois que c'est la deuxième fois que ça arrive à l'UFC. La première fois, c'était Brian Barberena contre Sage Northcutt. Et donc, on s'était dit, ouais, c'est parce que Northcutt, il sait pas défendre ça. Mais ici, je pense que Dober, il est capable de défendre ce genre de soumission. C'est juste que quand tu as une pression comme ça, moi j'ai déjà tapé à l'entraînement là-dessus. Ça m'est arrivé une fois contre une ceinture noire qui avait une grosse pression. Le arm triangle de la demi-garde opposée du mauvais côté, j'étais là, je fais oh, je suis safe tant qu'il passe pas ma garde, c'est bon. Maintenant j'ai tapé parce qu'il y avait trop de pression. Et effectivement, c'est au niveau de la nuque qu'on le sent et pas spécialement au niveau de la restriction respiratoire. En tout cas, moi, je me disais, à la fin du premier round, tu es dans la tête de Charles Oliveira, tu te dis, il y a un gros problème quand même. Hein. Debout, c'est lui qui a pris l'ascendant. Au sol, c'est lui qui a pris l'ascendant avec sa pression et sa puissance physique. Il m'a amené à terre avec sa prise de judo. Là. Je pense que tu n'es pas bien quand tu es dans la tête de Charles après ce premier round. Hein. Tu sais, pour rester sur un point technique, il y a quand même un regret que j'ai, c'est que avant le combat, donc il y avait donc le combat de Kade Ruotolo contre le champion du monde de sambo. Il termine par clé de talon. Et j'avais revu un quintet, je sais pas si tu l'avais vu, Chris, c'était Team Polaris, je crois, contre une équipe de sambo. C'était des mecs juste des champions du monde de sambo et Craig Jones les avait tous terminés par clé de jambe parce que les mecs du sambo ont tendance à un petit peu laisser traîner les jambes. Il y a une clé de genou qui est particulièrement sale. J'ai l'impression qu'il lui plie le genou en deux. Et c'est là où je me suis dit sur le premier round, quand Makhachev est dans la garde d'Oliveira, tu vois sa jambe, tu la vois. Mais je pense qu'il voilà, et c'est la lucidité, les habitudes, c'est des choses qui se travaillent, mais c'est dommage. Dommage. Messieurs, deux petites autres questions qui découlent de ce main event de samedi soir à Abu Dhabi. Déjà, Islam le règne. Il vient de prendre la couronne d'héritier. C'est l'héritier de Rabib qui a enfin la vieille ceinture de Rabib. On dit toujours que les légers, c'est parmi les lightweights, c'est parmi la catégorie les plus denses à l'UFC. Et c'est vrai, on va rien retirer à ça. Par contre, moi, samedi soir, une fois que le combat était passé, j'ai regardé le top. Et je me suis dit, mais qui va aller le taper en fait? Personne. Qui va aller taper ce mec-là? Et j'ai l'impression qu'on est peut-être parti pour un règne très très long parce que lui, il a l'air déterminé à rester, contrairement à Rabib de l'époque avec ses promesses à maman. Les gars, est-ce qu'on est parti pour plusieurs années de règne de Mara? Alors, c'est toujours facile à dire, hein, ça se trouve, un mec va arriver et va nous faire mentir, mais moi, le sentiment que j'ai là, si tu me demandes, c'est qu'il va régner très longtemps, Chris. Alors, je pense que la probabilité qu'il règne très longtemps est fort élevée. Le MMA, c'est toujours une question de style. Donc, je pense qu'il sera large favori contre tous les contenders. Celui qui a potentiellement le plus de chance, selon moi, ce serait Chandler. De par son explosivité. Le côté folie, quoi. Mettre une folie dans le... ça. Il a quel âge, Chandler, maintenant? Mais c'est ça, ce serait Chandler qui gagne contre Poirier et qu'il le rencontre directement avant son prime, avant la fin de son prime. Il pourrait le surprendre sur son explosivité. Il n'est pas déjà passé son prime à Chandler? Il est passé son prime, mais il est toujours performant. Parce que Chris, moi je veux bien te rejoindre, hein, mais tu regardes, alors à l'UFC, il a des belles victoires contre Ferguson et Hooker. Mais quand il a affronté des combattants sérieux comme Gaethje et Oliveira, il a perdu, et il a perdu un peu salement, surtout le combat contre Oliveira, et même je trouve le combat contre Gaethje, c'est pas tant le brawl qu'on nous a vendu, je pense que Gaethje était en contrôle, et surtout moi ce qui m'inquiète, c'est son run avant l'UFC où il perd contre des combattants de deuxième division quasiment. Hein. Ouais, mais c'est... Il sait bien se vendre, il a une belle histoire. Ce serait une surprise, ce serait clairement une surprise, il serait clairement underdog, mais je pense que c'est... Voilà, pour un Islam Makhachev, pour le battre, c'est plus sur du one punch que tu pourrais l'avoir, parce que Makhachev, tu vas pas le contrôler. Tu vas pas la marge de progression de Tsarukyan, vous y croyez pas? Qui est encore très jeune, il a encore 2 ans. En marge de progression, pourquoi pas, mais vraiment pas tout de suite, quoi. Parce qu'il lui avait donné du fil à retordre, hein. Ouais, c'est clair. Par contre, il faut pas oublier que Makhachev, il est aussi sur une énorme progression. Donc, il faut voir lequel progresse le plus parmi les deux. Et puis, il va continuer à progresser. Et puis, il est habité. Enfin, franchement, ça se voit. Ces mecs-là sont habités. Moi, je pense une chose, les gars, c'est que, en fait, après le combat, je regarde le classement. Moi, j'ai pas envie de le voir en 155. Il va tous les rincer. Oui, moi, je suis d'accord. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'il monte. Parce que même en 170 pounds, je pense vraiment qu'il rince tout le monde. À part Ramzat. Et on parlera de ce qui s'est passé après. C'est assez amusant. Et je pense que les deux se détestent.
On reconnaît, hein, c'est un Tchétchène, un Dagestani. Je pense que leur petit vidéo de réconciliation à la fin, c'était Kadyrov qui a passé un coup de fil. Ah voilà, Kadyrov réconcilie tout le monde dans la région. Dans la région, il réconcilie tout le monde. Ramzat, t'as l'impression que c'est le gamin qui est puni à l'école et qui attend que ses parents viennent le tirer de là pendant la bagarre, le mec qui est à côté de Ramzat en survêt rouge, c'est le fils de Kadyrov. Donc je pense qu'en 170, il peut avoir un peu de challenge. Rakhmonov et Ramzat Chimaev. Mais là, tu me dis, on fait Leon Edwards, Islam Makhachev. Moi, je pense que Makhachev oblitère Leon Edwards. Tu fais Islam Makhachev, même Kamaru Usman, je pense que c'est très compliqué pour Usman. C'est chaud. Ouais, c'est ça que moi j'ai envie de voir. Hein. C'est pour ça. Les légers, pour moi, c'est pas bloqué parce qu'il va monter. Il va monter au bout d'un moment. On verra bien ce que l'avenir nous dira, mais moi je suis assez d'accord. Je pense qu'en welter, il arrose pas mal de monde. On va recevoir un invité, donc on va finir rapidement sur Makhachev Oliveira, parce qu'on vous a une petite surprise pour vous par rapport à cette UFC 280 qui va être avec nous. Mais là, juste une dernière question, les gars. Volkanovski est monté sur le ring. Ouais. Makhachev la call-out, ça va se faire normalement, si ça se fait, à Perth, en Australie, UFC 284 au mois de février. On aurait pu imaginer qu'il donne une revanche à Oliveira pour service rendu à l'UFC. Ça aurait pu être à Rio en janvier. Finalement, ce sera contre Volkanovski en février en Australie. Le match-up, il est intriguant quand même. Moi, il m'intrigue pour la gestion, la façon dont Volkanovski sait gérer debout, ce qui peut être le seul endroit où il y a un chemin peut-être pour aller battre Makhachev. Maintenant, j'ai l'impression que la puissance physique, la domination physique qu'il va pouvoir avoir sur lui, il l'a appelé Little Guy. Hein. Ouais. Au micro, Makhachev a appelé Volkanovski comme ça. J'ai l'impression que c'est pas passable pour Volkanovski. Je lui souhaite vraiment bon courage, même si j'adore ce combattant et que c'est un super combat. Joe, rapidement, Chris, rapidement, et puis on a un invité juste derrière. Alors, en 2 mots, je pense que la petite taille de Volkanovski, ça peut être un avantage aussi pour sprawler, pour défendre les takedowns. Je pense que dans son coin, j'en parle tout le temps, mais je pense que dans son coin, il a Craig Jones quand même, qui peut vraiment lui apporter un très gros plus en termes de grappling pour défendre contre Makhachev. Mais moi, le problème, c'est juste une question de puissance physique. C'est pas la taille, c'est pas les compétences techniques, ce que tu veux. C'est juste la puissance physique. Et je pense que Makhachev, c'est un très très gros léger avec une puissance physique démesurée. Oui, c'est un gros poids plume, Volka, mais bon. Mais l'autre est un gros léger. Chris, un mot sur ça. C'est exactement ça. Je pense que si tu compares les compétences, tu dis il y a match. Il y a vraiment un beau combat à voir, ce serait équitable. Mais la différence physique, elle est trop énorme. En fait, tu as un Makhachev qui est bien plus fort que n'importe quel lightweight. Et même si Volkanovski, c'est un gros featherweight, il sera au mieux dans la moyenne en termes de force physique des lightweights. Et donc, il va se faire au clinch et en lutte et au grappling, il va se faire dominer de par la puissance. Et en plus, techniquement, au sol, Volkanovski est très fort. Mais Makhachev est plus fort que lui au sol, techniquement et physiquement. Et c'est là où toute la différence devrait se jouer. Alors, il y avait un tas de combats qui nous intéressaient beaucoup sur cette carte, mais on va passer au deuxième pour lequel on avait un intérêt très national aussi. Notre Manon Fiorot contre Kathleen Chookagian. Écoutez ça si vous avez manqué ça samedi soir. Et on est parti avec Manon Fiorot, tenue bleue, face à Chookagian, short noir. Attention, ce front kick là qui est parti très vite pour Kathleen Chookagian. Fin de la première reprise, très 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 serré. Et c'est vrai, hein, on entend Taylor Aldrich lui dire accélère, on veut plus de rythme. Hein. Bien ce coup de pied. Et cette droite, elle est rentrée. Allez Manon, oui la gauche. Avec la main gauche. Allez, tentative. Oui, magnifique Manon, voilà l'amener au sol. De quoi nous faire des points dans cette dernière minute. Ouais, ça c'est bien le changement de niveau. Magnifique coup de genou. Allez, on termine. Voilà. Oh là là, Antoine Taylor, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bon. Manon, la biche, Merci à Max Abolin pour cette petite prod, hein, le moment où Bruce Buffer dit Manon Fiorot, et souviens, pour ceux qui ont vu les images, le grand sourire de Manon quand même, qui après cette victoire, elle a battu la numéro 1 au classement, hein, ça fait quand même super plaisir. Et pour en parler, on accueille et on lui dit un grand merci d'être avec nous ce matin, parce que je sais qu'ils sont revenus seulement hier de Abu Dhabi, monsieur Aldric Cassata, le coach de Manon Fiorot. Salut Aldric. Bonjour à tous. Salut Alexandre. Tout va bien, le retour s'est bien passé? Ouais, impeccable. Vous êtes déjà à la salle? Je sais que tu es à la salle là. Moi, Manon est en vacances. Moi, je suis déjà à la salle puisque on prépare déjà beaucoup d'échéances pour les combattants de la team. Ouais. Celui qui va ouvrir le bal, c'est Virgile, qui sera sûrement sur la carte d'Arès, mais je laisserai les gens d'Arès communiquer dessus en temps et en heure. Et puis on verra. Il y a pas mal de combats. Ouais. Il y a 4 ou 5 combats d'ici la fin de l'année. Ouais, il y a Miguel Haro notamment qui va combattre à Toronto, c'est ça? Miguel Haro qui fera une ceinture au Canada. Le retour d'Axel Sola au Brave également, avec son nouveau partenaire d'entraînement. Un Ukrainien qui s'entraîne avec nous maintenant depuis quelques mois, qui sera aussi sur la carte du Brave. Donc il y a toute l'équipe qui recombat très rapidement là.
Bon, en tout cas, on continuera comme d'habitude de vous suivre, bien sûr, le Boxing Squad de Nice et tous les talents qu'il y a là-bas sous Aldric Cassata. Alors, messieurs, avant d'ouvrir ce débrief du combat de Manon, on va écouter Manon au micro de RMC Sport samedi soir après son combat, qui nous parle déjà dans un premier temps du combat, puis qui nous parlera ensuite de la suite. On écoute Manon sur ce qui s'est passé pendant le combat contre Kathleen. J'ai trop voulu essayer de la tenir en striking, alors que en fait, je me suis rendu compte au 3e round que j'aurais pu la lutter, c'était beaucoup plus facile. Voilà, je me suis un peu entêtée là-dessus, à vouloir la finir, à vouloir absolument la striker. Et c'était difficile puisqu'elle fait que désengager. Voilà, en plus, au 2e round, elle m'a un peu touché au genou, donc j'avais peur pour mon genou. Voilà, donc on écoute Manon qui nous a expliqué tout ça. Avant de jouer son son pour la suite, on va débriefer le combat. Aldric, quand tu entends l'analyse de Manon, quelle est la tienne déjà? Pour te faire un contexte rapidement, je sais quand j'ai échangé avec toi là-dessus, moi en sortie du combat, le premier truc que j'ai noté, c'est son intelligence quand même de combat à Manon, qui met notamment ce takedown dans le 3e, qui va lui assurer la victoire, parce que ça pouvait être chaud, on connaît les juges et on en reparlera, notamment pour le Yann O'Malley, il peut y avoir des débats. On sait que laisser la décision au juge, c'est toujours compliqué. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une intelligence dans cette gestion. Après, en revoyant le combat, que j'ai déjà revu 2 fois, Aldric, je me trouvais qu'en effet, ce que tu disais sur le côté, manque de rythme peut-être, d'intensité, peut-être manque de variété aussi, comme dit Manon, peut-être un peu trop entêté sur cette tentative debout et ce striking, et on sentait qu'elle était déçue, et on la connaît, on la connaît bien, son côté perfectionniste, juste voilà, qui veut que tout soit parfait. On sentait de la déception sur ça. Toi, ton analyse globale sur cette performance de Manon, Aldric? Écoute, j'ai pas encore revu le combat à cette fois, mais je vais te donner ça à chaud. Bon, le premier round, elle est un petit peu en dessous. Après, je pense que voilà, première grosse carte d'un UFC en main card. Je pense, pour moi, c'est pas Kathleen qui le prend, mais les 3 juges ont été unanimes. Je le trouve très serré, mais après, elle truque vraiment très bien, Kathleen. Elle a une façon d'envoyer des frappes hors distance en criant. Elle a beaucoup de frappes qui sont comptées sur des frappes effectives et qui le sont pas vraiment. Ouais. Mais ça, on le sait. On le savait déjà depuis le départ que c'était comme ça, qu'elle s'impose tout le temps à la décision. Elle fait des masterclass là-dessus. Donc le premier round, je vais pas trop en parler plus que ça. Je suis content de m'être entêté sur le 2e, parce qu'en fait, avec Christophe, on avait déjà pensé à intégrer la lutte et à lui dire en consigne dès le 2e round, mais moi, je voulais qu'elle arrive à faire la diff debout, notamment par rapport au gros progrès qu'elle a réalisé en anglaise pendant son training camp. Et je suis vraiment content parce qu'elle lui met 23 touches d'avance au 2e round. Donc elle a quand même fait une grosse diff sur sa boxe au 2e round, et je suis content qu'elle l'ait fait. Sur le 3e, oui, là on a décidé d'intégrer la lutte pour être sûr du résultat et de gagner ce combat. Et donc en termes de coachabilité, elle a super bien répondu. Quand je lui ai demandé d'accélérer, même si c'était souvent, elle l'a fait de façon quasi systématique. Après, j'ai envie de te dire, c'est un combat qui est arrivé après une blessure. C'est toujours difficile, surtout quand c'est une blessure comme ça au genou, où tu peux dire, ouais, même si les médecins ont été unanimes sur la solidité, sur tout ce qu'il y a, elle a eu des doutes pendant le combat. Et tous ces éléments mis bout à bout, je trouve que c'est pas un mauvais fight. Alors toujours perfectible, c'est pas le fight qu'elle voulait. Je comprends qu'elle soit déçue, puisque je pense qu'il y avait vraiment la place de faire encore mieux que ça. Mais je tire pas mal d'enseignements, moi, là-dessus. Moi, en tout cas, pour le travail et pour préparer la suite, je suis content du combat. Et puis, on le répète quand même, mais c'était la numéro 1 du classement des challengers, très expérimentée, Kathleen Chookagian, qui impose son faux rythme un peu chiant, on en avait parlé, et elle le fait, là, elle met ses petites jabs. Elle est dure, elle touche jamais vraiment, si tu regardes. Si tu comptes vraiment les frappes significant strike, tu vois, ce qu'on appelle les frappes significatives, en fait, t'en as pas du côté de Kathleen Chookagian. Donc, quand même, maîtriser ce combat contre la numéro 1 du classement des challengers, même s'il y a des choses à améliorer, comme dit Aldric, ça reste une belle performance. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a une déception qui s'explique par 2 choses. La première, c'est que je pense qu'on a tous un peu sous-estimé Chookagian, même si elle était numéro 1, etc. Je sais pas pourquoi, on a tous tendance à penser que c'est pas une combattante d'élite, alors qu'elle est numéro 1 de la catégorie, qu'elle a des victoires sur tous les autres gros noms à part Valentina et Andrade. Et la deuxième des choses, c'est que Aldric l'a dit, Manon peut faire beaucoup mieux. Donc on s'attendait quand même à beaucoup mieux. On s'attendait à la petite victoire signature, le title shot arrive sans discussion possible, parce que la championne actuelle est dominante. Mais si tu prends tout ça en compte, que tu regardes le contexte avec la blessure, la préparation qu'on a pu suivre avec ton excellent papier grâce aux insights d'Aldric,
je me rends compte que c'est une super performance. Ouais, bah, j'allais en parler justement, j'allais te relancer là-dessus, Aldric, quand même. Mais en effet, donc samedi, moi, je vous ai proposé, il est toujours dispo, vous pouvez aller le lire, le papier, c'est un peu sur la préparation un peu inside, grâce aux portes que nous ont ouvert Aldric et Manon ces derniers mois. Et en effet, c'est une préparation quand même qui est très semée d'embûches, qui est tortueuse. C'est une galère, il y a cette blessure au genou, il y a des douleurs encore pendant longtemps, ça compense sur l'autre genou, il y a des infiltrations à l'autre genou, résultat. Aldric, quand même, confirme-nous, toi qui l'as vécu de tout près, mais c'est pas du tout une approche de combat facile qu'a eu Manon, et elle a justement elle a su contrer tout ça pour aller chercher une victoire essentielle pour la suite de sa carrière. Ah oui, tout à fait. Le camp, il a été. Moi, je l'ai vu progresser, mais après, il y a eu beaucoup d'embûches au milieu avec cette blessure au genou. Cette blessure au genou qui a occasionné des. De toute façon, je vais pas. Est-ce que je trahis un secret si je dis qu'il y aura un film qui relatera tout ça de la part d'RMC? Non, t'inquiète pas, tu trahis pas de secret. Tu sais que c'est en préparation, tout ça. Voilà, donc les images sont là. Les auditeurs de ce podcast auront le loisir de pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc il y a eu des blessures, ce qu'on appelle des blessures de compensation, puisque quand tu as un endroit qui est un petit peu blessé, tu compenses toujours ailleurs. Donc ouais, il y a un camp qui a été compliqué avec blessure à l'ischio qui compense le LCA et bon nombre d'embûches, mais riche d'enseignement et surtout de détermination et d'investissement de la part de Manon et de l'équipe. Mais ouais, c'était super compliqué. Et puis on continue à avancer. Chris, puis une question pour Aldric, si peut-être. Aldric, est-ce que tu es en accord avec Manon sur le fait qu'elle veut prendre encore un combat avant d'affronter Valentina? Alors, moi, je te dis clairement ce que j'ai dit à l'UFC, je le dis en scoop pour tout le monde, puisque j'interviens aussi sur le management de Manon. Si on nous propose Valentina, on la refusera pas. Ouais, c'est ce que tu disais l'autre fois quand tu étais au podcast. On laisse pas passer le train. On laisse pas passer le train. Non. Ouais. On dit pas non. Si l'UFC revient vers nous, je sais pas ce que l'UFC a en tête, mais si l'UFC revient vers nous pour nous proposer un title fight, on dira pas non. Après, l'important c'est pas ce que je pense, même si moi je te dis la vérité, je pense qu'avec 5-6 mois pour bien rassurer Manon sur son genou, on est capable de la prendre maintenant. Ouais. Alors ok, c'était pas le combat escompté, mais j'ai vu le combat, je le connais par cœur, le combat de Kathleen contre Valentina. Et Valentina la boxe pas non plus. Valentina la boxe pas, elle la lutte. Manon a montré que sur sa lutte, sur 1 et très facilement, elle l'a fait tomber. Donc je pense que même si la prestation de Valentina est forcément meilleure parce qu'elle l'a fini au 3e, aujourd'hui Manon elle peut très bien, avec un game plan approprié, être extrêmement embêtante, voire dominante sur Valentina, je le dis. Alors il y a des gens qui vont dire il est fou. Non, je suis pas fou, ça fait 20 ans que je fais ça. Et compte tenu du gabarit qui est différent de Valentina, la différence de poids également, puisque aujourd'hui c'est plus un secret, on a les poids le jour du combat. Et on sait que Valentina, elle dépasse à peine les 60 kilos quand Kathleen en fait plus de 64 le jour du fight. C'est déterminant. Donc non, moi si on propose Valentina, on la préparera et on la prendra. Après, si pour Manon, elle a besoin d'aller chercher Grasso, puisqu'elles se sont un peu call-out finalement. Hein. Ouais. Au final, c'est pas forcément Manon qui va la chercher, c'est Grasso qui dit qu'elle a un intérêt tout particulier sur le fight Kathleen Manon, et Manon qui dit qu'elle aimerait bien la prendre. Donc si l'UFC décide de faire ça en synchrone, moi je pense que ça peut être formateur et riche d'expérience de faire un synchrone avant de faire la ceinture. Prendre cette expérience de synchrone. Et moi, pour rebondir ce que je disais hier, j'étais dans le podcast Octogone de nos amis Samir et Omar, à qui on passe le coucou, et je disais que je pense que le gabarit et le cardio, moi je reste persuadé que Manon c'est le meilleur cardio de la catégorie devant Valentina, là, je le pense et je le dis, et je pense que ce sera des avantages à son côté si elle doit affronter Valentina. Et le coach et manager Aldric, si on lui dit soit c'est Grasso, soit je te donne la vainqueur de Murphy Andrade qui se fera en janvier à Rio, tu prendrais qui pour Manon? Alors, je te dis pourquoi je préfère Grasso, mais c'est pas un côté stylistique. Il y a aussi, mais déjà, il y a un phénomène de temps. Là, on va faire un petit contrôle pour Manon médical mercredi, mais à 99%, c'est rien de grave. À partir de là, on aimerait bien une date sur mars-avril. Donc déjà, le fait que, je crois que si je dis pas de bêtises, il est vers le 20 janvier, l'UFC Brésil. Tout à fait. C'est embêtant parce que la fille qui va gagner, elle pourra pas être prête pour mars-avril. Non, clairement. Ouais. Et tu vois, surtout si c'est Andrade qui laisse quand même des plages souvent assez importantes entre ses fights. Donc c'est juste ce choix-là qui écarte un petit peu mon... Et après quand même, je trouve, moi, mais c'est un avis personnel, que stylistiquement,
on se rapproche. C'était bien déjà de prendre Choukadia avant Valentina, et je trouve qu'avec Grasso, alors c'est pas tout à fait la même, parce que Valentina lutte beaucoup et Alexa beaucoup moins, mais je trouve plus proche Grasso stylistiquement, avec sa boxe anglaise très efficace, qu'une Andrade ou une Murphy. Il y a l'arme de Valentina principalement, c'est son judo, je dirais. Tous ces petits trips un peu aujourd'hui, après son retour, parce que tu sais, on parlait de Manon. Ouais. Manon, elle a rendu une copie un peu différente, mais Valentina, elle a complètement changé après elle, son problème de ligament croisé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, elle strike beaucoup moins, c'est devenu une pure contreuse. Et ceux qui ont l'occasion de regarder les premiers combats de Valentina à l'UFC, elle engageait beaucoup plus. Là, aujourd'hui, elle contre, que ce soit en lutte ou que ce soit en boxe. Et je pense qu'elle est encore meilleure que la première version avant la blessure, de ce fait, parce qu'elle a un timing de fou. Mais stylistiquement, moi, je trouve que Grasso, ça se rapproche un petit peu plus quand même. On te remercie beaucoup, Aldric, en tout cas d'être passé par le Fighter Club merci, au lendemain de votre retour à Nice, et force pour la suite pour tes athlètes, et puis on se tient au courant de toute façon. Merci à vous, les gars, toujours le meilleur potes du game, et Chris, excellente analyse, presque dangereux, Chris Gainage, parce que c'est tellement précis ce qu'il dit, qu'il donne des infos aux autres coachs, ces analyses sont tellement pertinentes qu'elles en sont dangereuses. Il faut lui enlever le clavier, Chris. Merci pour tes mots, Aldric, et à très vite. On continuera bien sûr de te suivre avec Manon et tous les autres Boxing Squad. Messieurs, on a eu Aldric, donc je vous ai pas encore trop donné la parole, mais un petit mot d'analyse sur le combat, sur la perf de Manon, sur ce qu'elle peut imaginer pour la suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un combat en plus ou pas? Chris commence, et puis je te donnerai la parole, Joe. Moi, je rejoins Aldric. Je pense qu'elle a déjà les armes pour pouvoir ennuyer Valentina. Maintenant, clairement, c'est jamais mauvais à prendre de faire un main event avant de rencontrer Valentina pour un title shot, ne fût-ce que pour les 5 rounds, pour connaître aussi la pression d'être main event et pour avoir un combat supplémentaire tout simplement. Manon, elle est encore assez jeune dans sa carrière. Je pense qu'elle est capable de battre tout le monde dans la division, et donc ça peut être clairement bénéfique pour elle. Joe. Moi, Aldric a tout dit. Je t'ai dit pourquoi on était de prime abord à chaud un petit peu déçus, mais à froid, ça reste une très très belle victoire. Maintenant, le truc, c'est que je pense qu'elle va être numéro 1 au classement, vu qu'elle a battu la numéro 1. Et vu la situation de la division où Valentina a ramassé tout le monde, si Valentina va pas chercher Nunes, il y a une bonne chance qu'elle lui donne à Manon. Enfin, c'est possible. Bonne chance, mais c'est possible. Et pour moi, il faut que si elle a possibilité, il faut la prendre tout de suite. Le train ne passera pas. Non, il faut y aller. Elle passe rarement 2 fois. Après, la seule chance pour que ça rentre dans le scénario souhaité, c'est-à-dire faire un main event dans 5 rounds, c'est que je pense que Valentina a très envie d'avoir la trilogie contre Amanda Nunes. Ouais, c'est possible. Donc voilà, mais ça peut aussi tout bloquer, parce qu'imagine que Valentina gagne et prenne la ceinture des 135, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours elle qui avait nettoyé tout le monde en 135. Sauf Amanda Nunes, même si pour moi Valentina gagne les 2 combats contre Nunes. Est-ce qu'elle reste? Je sais. C'est compliqué. Ça peut changer beaucoup de choses. Donc s'il y a l'opportunité, il faut la prendre. En tout cas, si l'UFC nous écoute et qu'ils veulent donner un combat avant à Manon, une petite fight night à Marseille ou à Nice, je pense que c'est parfait pour faire ça en main event sur 5 rounds. Mon Chris, tu seras d'accord? Je pense qu'il serait très content avec Aldric de pouvoir avoir ça. Tu seras limite dans le coin en plus. Oh bah non, mais on y sera de toute façon quoi qu'il arrive. Mais je crois que n'importe où, on va essayer d'y être et d'y aller. On passe au co-main event, messieurs. Définition du combat très attendu, mais qui fait un peu. On fait vite là-dessus. On va faire assez vite, et on va être en mode coup de gueule, les gars. Le Funk Master Aljamain Sterling, d'origine jamaïcaine, à la ceinture, et il affronte un vrai prétendant, le numéro 2 de la catégorie des Bantam, TJ Dillashaw, ancien double champion. Regardez la vitesse de Sterling sur les positionnements. La transition, elle est folle. Il a touché, il a éclaté l'arcade. Il l'a ouvert. Il enchaîne maintenant la mâchoire. Waouh, le grand dead pound. Oh là là, quel grand dead pound. Il faut qu'il sorte Il est en train de il est en train de dominer comme un amateur. Incroyable. Il peut plus se protéger là, TJ Dillashaw, faut arrêter. Je pense que là, c'est le travail de Marc Godard. C'est le travail de Marc Godard de stopper. Et c'est terminé. C'est mieux. Quelle démonstration de force de Aljamain Sterling. Quelle démonstration de force. Là, il s'est fait respecter. J'entendais sur la prod de Max Abolin ce commentaire de Taylor qui dit qu'il est en train de se faire dominer comme un amateur, mais en fait tu as l'explication juste après, c'est-à-dire que tu vois l'épaule se démettre, et puis surtout au micro, notre ami TJ Dillashaw, il explique qu'il se l'est déjà fait en avril, l'épaule, et qu'elle a été démise plus de 20 fois pendant le camp d'entraînement. Alors moi, messieurs, je vais vous donner la parole, mais d'abord c'est mon petit coup de gueule que j'ai déjà exprimé chez Octogone, mais ce combat il doit jamais avoir lieu en fait. TJ Dillashaw, il doit jamais être dans la cage à Abu Dhabi. Si t'es vraiment, si tu
tiens à l'intégrité physique de ton athlète, si tu te donnes même une chance qu'il puisse gagner, il ne doit pas être dans cette cage. L'arbitre doit arrêter plus tôt, le coin doit arrêter plus tôt. Le fighter, on sait, je ne vais pas le blâmer plus que ça, parce qu'on sait les fighters, tant qu'ils peuvent fighter, ils fightent. Mais pour moi, ce combat, il ne doit pas avoir lieu, tout simplement. Et même, je suis l'UFC, je suis un peu énervé de ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il n'y avait pas de combat. C'était Aljamain Sterling contre un mec à un seul bras. Et tu bats pas Aljamain Sterling avec un seul bras. On retirait un Aljamain Sterling qui, sans doute, l'aurait dominé sur sa performance, parce que Aljamain, je trouve qu'il progresse de plus en plus, et il a fait le taf, et il a fait ce qu'il avait à faire, et techniquement il a montré aussi ses qualités. Mais en fait, il ne doit pas y avoir ce combat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi, et ça me fait un peu rire. Vous vous souvenez que la semaine dernière, il y a eu un mémo de l'UFC qui a interdit à ses athlètes de parier sur les combats, notamment leurs propres combats, mais aussi tous les combats à l'UFC. En fait, tu comprends quand tu vois ça. Parce que s'ils ont le droit, moi je suis TJ Dillashaw, j'envoie 3 millions de dollars sur Aljamain Sterling avant d'aller combattre. Parce que tu sais que tu vas perdre, en fait. Tu sais que tu pars à l'abattoir. Et ça me faisait même dire, au micro, quand il parle après le combat, j'avais moi la sensation qu'il était en train presque d'annoncer sa retraite, qu'il y avait un ton de retraite. Et j'en viens à me demander s'il n'y a pas été pour prendre ce dernier gros chèque et qu'il ne va pas nous annoncer sa retraite. Parce que je sais que j'ai aucune chance, mais allez, je prends mon dernier gros chèque et ciao, bye bye, je pars dans le soleil. J'étais un peu long, désolé messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez sur tout ça, Joe ? T'as tout dit, je pense tout comme toi. J'ajoute juste une nuance, je pense que le combat n'aurait jamais dû avoir lieu de prime abord. C'est pas juste à cause de l'EPO, c'est juste qu'il revient d'une vie, il revient certes, alors suspension de dopage pour moi, bon, l'EPO c'est encore plus grave, mais peu importe. Légalement c'est la même chose qu'une autre substance, mais il revient après un combat en 5 rounds très litigieux contre Cory Sandhagen. C'était pas une performance qui, à mon sens, justifiait le fait d'avoir un title shot, surtout qu'il a été arrêté 1 an après le combat contre Sandhagen. Donc déjà qu'il ait cette chance-là, pour moi c'était une demande farfelue. C'était un combat qui était farfelu sur le papier, et l'UFC est puni. L'UFC, voilà, c'est le karma, c'est puni, ça a été saccagé, le Common Event a été saccagé, et c'est triste pour Sterling qui, après avoir pris la ceinture sur le coup de genou de Petr Yan, avec toutes les controverses qui s'en suivent, là, sa défense, sa deuxième défense, c'est comme ça, je sais pas. C'est dur pour lui. Et puis on y revenait, mais en fait cette performance du premier round, où on se dit tous waouh, Aljo, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu vois direct qu'il a le bras pété. Une fois que tu réalises tout ça, tu la vois d'un autre œil, Chris, non, parce qu'il est diminué en face, quoi. En fait, moi j'avais commenté en live l'événement, j'avais directement vu qu'il avait un problème à l'épaule. Quand il tombe sur le takedown. Ouais, dès qu'il tombe. Et donc j'exprimais toute ma déception pendant le combat et toute ma frustration. Je saluais la bravure évidemment de TJ Dillashaw d'arriver à continuer le combat. Mais bon, je trouvais ça bête de la part de son coin et même de Marc Goddard de le laisser continuer à combattre, parce qu'il faut le protéger. Et effectivement, c'est triste pour la division. C'est triste pour les fans qui ont payé un pay-per-view pour avoir un common event aussi décevant. Et je te rejoins, Joe. Moi, voilà, on avait l'opportunité d'avoir Sterling contre José Aldo. Ils ont préféré faire contre TJ. J'avais un petit pincement au cœur, et là j'en ai en double à cause de la performance de ce week-end. Complètement. On a vraiment préféré voir José pour le coup. Il arrête, TJ, selon vous? Ça part à la retraite? Son corps est cassé de partout. Il se blesse de plus en plus. En fait, il s'est fait opérer des 2 épaules déjà. Rappelle-toi, pendant sa suspension pour EPO, il en profite pour se faire opérer des 2 épaules. Il se fait les croisés sur la clé de talon contre Sandhagen. Son corps est rincé. Il est en train de lâcher, ouais. Il n'y a pas juste le dopage, il y a le fait qu'il a commencé très jeune aussi. Bien sûr. Il fait de la lutte depuis qu'il est gamin. C'est pas à vous que je vais apprendre, c'est les carrières qui marquent. Enfin, ça marque ton corps. Il a quoi, 37 ? Ouais, je crois, oui. 37, 38. 37, 38. Non, faut arrêter. Chris, c'est la fin de la route. Ouais, moi je pense qu'il ne reviendra pas au niveau auquel il a été auparavant. Et moi je suis toujours de cet avis-là. C'est pas du tennis, hein. Tu prends des coups. À l'entraînement, pendant les combats, tu diminues ton espérance de vie. Donc une fois que tu as eu la ceinture et que tu sais que tu l'auras plus, pourquoi continuer si ce n'est pour l'argent? Mais il en a du pognon, je pense. Ouais, c'est ça, aujourd'hui. Et puis même aujourd'hui, quand tu as été 2 fois champion de l'UFC, je pense que ton après-carrière, tu sais la gérer. Tu peux te vendre. Tu peux devenir analyste, tu peux devenir coach. Tu as plein de portes qui s'ouvrent à toi. Complètement, Chris. Il a une gueule en plus, TJ. Enfin, il est ultra vendeur pour la suite de sa carrière. Après, il n'avait pas fait un bar qui s'appelle Clean Juice? Si, c'est ça, oui, c'est qui est très drôle. Qui est ultra paradoxal par rapport à sa suspension. Il a de l'argent. Alors, il a ça. Il a une marque d'épices aussi qui fonctionne très bien, qui est dans tous les supermarchés américains. Et puis, on sait qu'il a de l'argent parce que, rappelez-vous, quand il quitte la Team Alpha Male, c'est parce qu'il a un contrat en or au Colorado, à Denver. Oui. Team, je sais plus quelle marque de supplément de protéines lui filait quasiment $100,000 par mois, quoi. Ouais, non, mais à Denver. Écoutez-moi, enfin voilà, on est à peu près tous d'accord sur le fait que oui, on est vraiment sur la fin quand même pour TJ. On va passer
au combat le plus controversé de la soirée pour son résultat. Et je sais que j'ai face à moi 2 personnes qui ont des arguments pour ce combat-là. On passe à Petr Yan, Sean O'Malley. C'est parti pour le premier vrai test de la carrière de Sean O'Malley et l'ancien champion de la catégorie, le russe Petr Yan. Attention à la gauche, ça arrive de loin. O'Malley, il a peut-être été touché. Il a été touché, Yan. Il a été touché. Et il remet la droite, amené au sol. Oh, et là, il lui a rendu. Il est magnifique. Oh là 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 là. L'épaule de Petr Yan est amené au sol du russe. Il ne s'arrête pas. Petr Yan, il lui a mis la main dessus. Oh, le coup de genou. Il est bien rentré. Crochet gauche et il a ouvert l'arcade. Il a bien ouvert l'arcade. Et le crochet gauche. Regarde, de côté. Mais la bagarre est lancée. Oh, et la réponse avec le crochet gauche de Petr Yan. Oh, le kick. Il a amené au sol pour Petr Yan. Le scroll magnifique. For the winner by split decision, Sugar. Non. Elle est belle. Non. Je vous l'ai dit. On sait jamais. On attend la réaction de Taylor Lapillus et de nos commentateurs à l'évocation de cette décision. Je sais, Joe, que dans des conversations WhatsApp avec des amis en commun, tu disais, tu vas voir qu'ils vont le donner à O'Malley. Ils sont capables, ouais. Ils sont capables de le donner à O'Malley. Alors, pour résumer rapidement le combat, mes premiers rounds assez serrés, où Petr Yan commence en gérant bien. On l'avait dit et souligné dans les clés de ce combat, c'était la gestion de la distance notamment. Et Petr Yan commence très bien les 2 premières minutes. Il est sur Sean O'Malley, il l'empêche de développer son jeu, ses longs segments. Mais il n'y a rien de significatif, exactement. Et tout ce premier round, la difficulté, en le revoyant, j'étais beaucoup plus Yan en direct que je l'ai été en le revoyant, clairement. Et en le revoyant, tu te dis que c'est serré, qu'il n'y a personne qui met vraiment de coups significatifs. Je le donnerai à Yan pour le contrôle, moi, une nouvelle fois, pour ce qu'il a fait. Mais j'avoue que c'est serré. Le deuxième va clairement à l'avantage de Yan. Le troisième, tu peux clairement le donner à l'avantage de O'Malley, qui, pour le coup, on le souligne, a fait une prestation magnifique et qu'en a surpris plus d'un sur ses qualités. Il a répondu au rendez-vous de Petr Yan, qui n'est pas n'importe lequel fighter, mais à la fin, moi donc, même en le revoyant, je donne quand même 2-1 pour Yan, et donc le résultat est l'inverse de celui qui s'est passé, mais c'est pas du tout un vol. En le revoyant, la différence que j'avais, c'est que c'est pas un vol, c'est un premier round qui peut aller des 2 côtés et qu'on donne plutôt à Yan pour ce côté contrôle. Messieurs, je sais que vous avez beaucoup d'arguments là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lance Chris d'abord, parce que je sais que je l'ai même vu faire un trade sur Twitter là-dessus. Chris, comment après, parce que je sais que comme moi, tu l'as revu, tu n'as pas fait qu'un visionnage. Ton avis sur ça, erreur des juges ou pas, Chris? Alors, quand je l'ai vu en live, quand je commentais, j'ai été aussi surpris de la décision. J'avais 29-28 assez clairement pour Petr Yan. Quand je l'ai revu à froid, j'étais beaucoup plus dans l'hésitation. Je reste sur un 29-28 pour Petr Yan. Mais je comprends absolument les 2 juges qui ont donné le premier round à Sean O'Malley. D'autant plus qu'eux, ils ne peuvent pas revoir, ils sont en live, sur quel chacun critère? son angle. Alors, sur quel critère? C'est que, comme tu l'as dit, il n'y a rien de significatif de part et d'autre dans ce premier round. Et quand il n'y a pas d'impact immédiat, tu dois d'abord te concentrer sur l'impact cumulé. Ouais. Donc, l'impact cumulé, le volume est légèrement à l'avantage de Sean O'Malley. Et en plus de ça, son volume va beaucoup plus à la tête. Alors ça, c'est une erreur, hein, mais dans les critères actuels, les juges ont plus tendance à dire qu'un coup à la tête vaut plus qu'un coup au corps, qui vaut plus qu'un coup à la jambe. Et donc le fait qu'on a un Sean O'Malley qui a un peu plus de volume, hein, on parle de 10-15% de plus, et qu'en plus de ça, il y a plus qui va vers la tête, tu aurais tendance à dire qu'il y a plus d'impact du côté de Sean O'Malley. Et donc dans ces cas-là, tu comptes plus le contrôle, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est ça, et en fait le critère 1, c'est effective grappling et effective striking. Le contrôle, ça va dans le critère 3. Donc entre les deux, il y a le critère 2, c'est l'octogone control, qui va totalement à l'avantage de Petr Yan, mais tu vois pas ce critère 2 si tu différencies quelque chose dans le critère 1. Et donc selon moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 juges qui ont voulu différencier dans le critère 1 en disant Sean O'Malley, plus de volume, plus d'envoi à la tête, je lui donne le round. Et le troisième juge qui était plus dans l'hésitation en disant ok, j'arrive pas à différencier sur le volume, j'arrive pas à différencier sur l'effective grappling et striking. Je vais voir l'agressivité. Voilà, c'est ça. Et je vais voir l'octogone control, et là, ça va clairement du côté de Petr Yan, c'est indiscutable. Et en effet, c'est le contrôle dont je parlais, Chris, c'était cet octogone control, et en effet, c'est indiscutable à ce niveau-là, mais il y a la façon d'analyser Chris, il y a une vraie nuance. Ouais, il y a encore une nuance, c'est qu'il y a le contrôle, mais le effective grappling, si tu amènes au sol et que tu construis derrière, c'est considéré comme du effective grappling. Et là, le problème de Petr Yan, c'est qu'il amène au sol, il a un beau temps de contrôle, mais il passe pas la garde. Il met pas de pression, il fatigue pas. Et O'Malley l'attaque de sa garde. Voilà, c'est ça. Et donc,
Piotr Yan, il en profite au moment où Sean O'Malley se relève et il envoie 2-3 frappes, légères, mais il envoie 2-3 frappes. Donc voilà, c'est extrêmement, pour moi, voilà, c'est extrêmement compliqué. C'est plus nuancé que la première visite qu'on en avait. C'est juste très serré, quoi. Souligné parce que tu viens d'en parler, Joe, mais moi j'ai été impressionné. Parmi les choses qui m'ont impressionné d'O'Malley, même en défense au sol, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé qu'il avait tenté des choses offensivement quand il était au sol. Joe, toi, ton avis sur cette erreur des juges ou pas? Non, moi je le donnais à Piotr Yan aussi. Je pense qu'on est dans la même analyse, toi, moi et Chris. En fait, je vais vous dire ce qui fait qu'il y a cette impression-là et quelles sont les conséquences. C'est qu'en fait, les rounds gagnés par Yan sont plus clairement gagnés. Tu vois, il y a plus d'écart. Sur le 3e round qu'on donne tous à Sean O'Malley, O'Malley est touché aussi par Yan. Tu sais qu'il y a pas mal de joueurs. Moi, j'ai vu, il y a quelques journalistes américains qui le donnaient 30-27. Ouais. Je suis pas d'accord, mais il y en a qui donnaient 30-27. Tu sais pourquoi? Parce que sur le 3e round où O'Malley blesse Yan, Yan aussi blesse O'Malley. Donc le round que O'Malley prend de manière unanime, tu vois, il y a un consensus pour dire que le 3e round on le donne à O'Malley, il le prend de manière plus serrée que Yan prend le second. Et en fait, si tu notes round par round, tu peux comprendre éventuellement que les juges l'aient donné à O'Malley, mais le petit biais qu'on a tous quand on regarde le combat en live, c'est qu'on note plus sur le contenu de l'ensemble du combat. Et sur l'ensemble du combat, tu sens que Yan est supérieur à O'Malley. Alors après, il y a toujours ce système de scoring round par round qui est ça. Pour débattre. On pourrait parler du système de scoring au Pride. Je pense que chaque année, on a des débats sur ce genre de combat. Au Pride, c'était plus sur le contenu que round par round. Moi, je trouve que c'était une bien meilleure manière de scorer, mais que ça laissait un peu plus la place à des dingueries. On fera peut-être une émission un jour là-dessus sur ce qu'il faudrait changer. Exactement. Les choses. Mais après, le problème dans tout ça, c'est que là, tu te retrouves avec une situation où on sous-évalue du coup la masse, je parle de la masse, l'opinion générale sous-évalue la performance d'O'Malley qui a été une prestation XXL contre le meilleur combattant de la division. Totalement. Là, on se rend compte qu'il est capable de tenir son rang, qu'il est prêt pour combattre pour le titre, que c'est pas juste de la hype, que c'est un combattant d'élite. Et d'un autre côté, on a tous, ça génère un peu de sympathie pour Petr Yan, alors que Petr Yan a galéré face au numéro 11 de la division. Et qu'il est censé être, à mon sens, le meilleur combattant de cette division-là. Parce que, je vois petit aparté, on parlait de Sterling avant, mais le deuxième combat, il le perd bêtement, il le perd sur une erreur de stratégie, parce que s'il accélère avant, il gagne. Donc pour moi, Yan, c'est le meilleur combattant de la division, mais il a galéré contre le numéro 11. Donc le fait que les juges y ait cette controverse, tu sous-évalues la performance d'O'Malley et tu surévalues celle de Yan. Je suis d'accord. Hier, je disais, c'est terrible parce que même dans la défaite, on aurait souligné qu'O'Malley avait fait un super combat. Et là, en fait, beaucoup de gens, notamment grand public, vont juste souligner il y a une erreur des juges, vont dire c'est un vol, alors que c'est pas un vol et on vient de vous expliquer pourquoi. Mais il va y avoir ce côté-là. Et Chris, j'avais aussi bien aimé, je crois que c'est toi qui as dit ça aussi sur Twitter. Tu disais que le fait que beaucoup aiment bien Yan et n'aiment pas O'Malley, et que peut-être que ça joue aussi un peu parfois dans le jugement, notamment du premier round, parce que tu as envie de voir Yan gagner quand c'est ton petit favori, ton petit chouchou entre les deux, quoi, finalement. C'est ça, j'avais repris les propos de Brian Boulan, donc je vais pas m'approprier le crédit là-dessus. C'est lui qui a notifié que effectivement, chez O'Malley, il y a quand même pas mal de gens qui ne l'aiment pas du tout. Et Piotr Yan, il a beaucoup de fans. Et donc forcément, et ça c'est humain, je pense que je peux pas en vouloir à quelqu'un qui met son émotion dans sa volonté de voir quelqu'un gagner. Mais si tu veux avoir une discussion sur Twitter ou ici, ouverte et intellectuelle, tu dois mettre tes émotions de côté, tu dois regarder comment est-ce qu'on score en combat, qu'est-ce que j'ai vu pendant le combat honnêtement. Et là, la réalité, je pense que toutes les personnes tous les médias qui ont cette compréhension de comment scorer un fight, il y en a beaucoup qui l'ont mis sur Twitter. Le lendemain du combat, ils ont dit « Ah merde, j'ai revu le combat ». Et je suis beaucoup moins persuadé que Piotr Yan a gagné. Mais c'est typique d'un combat qu'il faut revoir. Il y a une controverse, mais c'est pas un vol. Il faut le refaire. Et c'est bien de le revoir. Ça appelle un rematch. Et puis c'est bien de le revoir à tête reposée grâce à ça. Mais ça appelle surtout la revanche en 5 rounds. Ça peut appeler un rematch, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça me plairait bien. De toute façon, on verra ce qui se passera. Dans la semaine, Dana White avait dit que potentiellement le vainqueur affronterait le vainqueur de Sterling Dillashaw. Il a pédalé en arrière. Donc Sterling, ce qui ferait Sterling O'Malley, là, dans l'idée. Là, il a un peu pédalé en arrière. On parlait de Cerudo. Exactement, ça parle de Cerudo. Sterling, lui, il a call out Chito Vera. Donc on va voir comment ça va se passer. Il a call out tout le monde. Il a call out Cerudo, il a call out Chito Vera. On va bien voir ce qui va se passer chez les bantam. Mais messieurs, on est un peu en retard, mais je vous laisse 30 secondes chacun. Beneil Dariush, Mateusz Gamrot, qui était voilà, on l'attendait, les puristes, on l'attendait, on était et on a tous noté. Ce qui est génial avec ce combat, c'est que tu l'attendais, les geeks un peu du sport de combat, parce que cette opposition était géniale. Et puis au bout de 30 secondes, les mecs ils te font un scramble, les mecs ils te font un scramble où t'as juste la mâchoire qui tombe et tu te dis mais c'est quoi ce niveau quoi. Donc messieurs, 30 secondes, votre analyse et votre plaisir technique devant Dariush Gamrot, victoire de Beneil Dariush au 3e round. Moi je vais aller très vite, j'incite juste ceux qui ne l'ont pas vu à le regarder.
puis c'est un régal et tu vois que l'expérience de Dariush a payé. Juste. Il revient fort au deuxième là. Ouais, j'avais pronostiqué victoire de Gamrot par clé de cheville droite dans l'axe. À la fin du second round, le truc était quand même un problème. À la fin du second round, il est pas loin. Il y a 10 secondes de plus, je pense qu'il a verrouillé. Il est en effet pas loin. J'ai eu une grosse pensée pour toi, comme beaucoup qui avaient entendu le space. L'entraînement avec Chouchinski, etc. Je me suis dit, il va. En tout cas, Beneil, Dariush, l'expérience. Je te dis comment il revient au second round alors que le premier, il est dominé. Son anglaise à la fin, la façon dont. Enfin, vraiment, chapeau Beneil Dariush parce que ça, c'est une victoire méritée. Et contre un client. Hein. Attention, juste à tous les. Il y a beaucoup de podcasts maintenant, etc. Les gars, faites vos devoirs maintenant. Hein. Je suis pas leur puits de science pour voir que Gamrot a fait la DCC quoi. Non. Je l'avais suivi, mais voilà, les gens qui disaient au sol, machin, etc. Gamrot, les gars, c'était pas dur de vérifier qu'il a fait la DCC et qu'il perd certes au premier tour, mais contre Gary Tonon. C'est que n'est pas on s'y attendait. Ouais. Chris, ton avis sur ce délice Moi, Dariush Gamrot? j'ai absolument adoré des scrambles du premier round jusqu'à la fin, et c'est surtout l'adaptation stratégique que Beneil Dariush a faite qui m'a marqué. Très fort, dans le premier round. Il était là pour engager aussi en lutte. Donc dès que Gamrot engageait, il était là pour essayer de contrer, de retourner tout ce qui s'ensuit. Et ça lui a posé problème dans le premier round. D'ailleurs, il y a 2 juges qui lui donnent le premier round, mais un juge qui donne à Gamrot. Moi, je le donnais à Gamrot le premier round. Par contre, le deuxième, il s'est dit, ok, je refuse de lutter, je désengage sur la lutte. Il a super bien utilisé son underhook pour défendre. Et il gardait à distance. Et à distance, c'est lui qui prenait l'ascendant. Donc l'adaptation stratégique était magnifique. Et ça lui vaut la victoire. Et franchement, donnez-moi, si c'est jouable, donnez-moi Oliveira Dariush à Rio en janvier. Et puis qu'ils se tapent dans la main et vont au sol direct. Ouais, ça, exactement. Et on s'amuse un peu. Merci Chris pour ta participation à ce débrief de l'UFC 280. Merci Joe aussi d'avoir été là comme d'habitude. On passe le coucou à Eldrick Cassata qui nous a rejoint pour parler de Manon Fiorot et de sa victoire sur Kathleen Choukagian. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro du RMC Fighter Club. On est là toutes les semaines avec vous. On vous a gâté là pour le 280. Quand même. On a fait le taf. De toute façon, quand il y a des gros événements, vous savez, on est là et c'est toujours un plaisir de vous donner tous ces petits contenus sur les sports qu'on adore. On fait la bise à tous les gars qui ont participé à notre space quand même. Tout à fait, vendredi soir. Il y avait Chris, justement. Et voilà, la grande famille du MMA continue de grandir et ça fait plaisir avec Chris, que ce soit de notre côté du pays ou du côté de la Belgique. Donc ça fait plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club. Chris, mais t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Merci mon pote. Merci beaucoup. Merci, c'était super agréable les gars. Merci, c'est cool. Merci à toi et puis on se tient au courant, on s'écrit comme d'hab. À très bientôt. Ciao, bonne journée à toi. Salut.